Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant pour cette deuxième et dernière partie de la grande table du lundi. Volte-face et porte qui claque, le protectionnisme américain et les coups de gueule de Donald Trump sont-ils en train d'accélérer le mouvement de repli annoncé? L'heure de la démondialisation a-t-elle sonné? Question posée à l'occasion de la parution de La tentation du repli du 15e à aujourd'hui chez Odile Jacob. Votre ouvrage, Philippe Moreau-Defarge, ancien diplomate, chercheur à l'Institut français des relations internationales. Bonjour. Bonjour. Et question à mettre en débat aujourd'hui avec un partisan de la démondialisation, le directeur d'études à l'EHESS, spécialiste de la Russie, Jacques Sapir, auteur déjà en 2011 d'un ouvrage Démondialisation. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour. Pour ouvrir cette discussion, à mes côtés, Antoine Mercier, une photo qui a beaucoup tourné ce week-end. Elle a fait le tour des réseaux sociaux. C'est la photo d'un photographe de la délégation officielle allemande, parce que la presse n'a pas pu entrer dans ce huis clos, dans cette pièce de décision. On y voit Donald Trump assis derrière un bureau, bras croisés, et penché tout autour de lui les dirigeants des 6 autres économies les plus industrialisées du monde, Canada, Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Japon, dont Angela Merkel, la chancelière allemande, debout dans une posture offensive. Certains disent qu'on dirait même qu'elle fait la leçon à Donald Trump sur cette photo. C'est un 6 contre 1. Quel est le détail de cette photo qui vous marque, Philippe Moreau-Defarge? Alors moi, ce qui me marque, c'est d'abord Donald Trump. Les bras croisés, le visage un peu ironique en disant « Vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne bougerai pas, je suis certain ». Et derrière, il y a bien sûr l'incomparable John Bolton, qui est un peu trompeur parce qu'il est une figure de dessin animé. On dirait un personnage de dessin animé. Ce n'est pas un personnage de dessin animé, c'est un personnage. Et puis autour d'eux, des personnes, notamment ce qui me frappe, c'est Monsieur Abe, le premier ministre japonais, qui, on sent, sont exaspérés. Alors, quant à l'attitude de Madame Merkel, je vois plutôt une attitude d'inquiétude. Elle veut essayer de convaincre Donald Trump. Elle sait qu'il n'y arrivera pas, mais disons que on sait que c'est l'Allemagne qui l'a. Enfin, c'est l'Allemagne qui est particulièrement visée à travers les exportations d'automobiles allemandes, et donc elle essaye de convaincre. Mais surtout, pour moi, le centre de la photo, c'est Monsieur Trump, et derrière lui, Monsieur Bolton. Jacques Sapir. Alors, je suis pas en désaccord avec ce qu'a dit Philippe Moreau-Defarge. C'est très intéressant parce que on le voit très mal, mais il y a Emmanuel Macron qui est juste à côté de Madame Merkel, qui est d'ailleurs masqué par un autre intervenant. On voit, je dirais, l'air pas ironique, mais je dirais l'air interloqué du dirigeant japonais, Monsieur Abe. Bon, d'ailleurs, c'est frappant, c'est pas le G7 là, c'est un G4. C'est un G4, hein, puisque les autres, oui, que ce soit Madame May, que ce soit Monsieur Comte, ne sont pas sur la photo. Pourquoi un G4? Moi j'aurais dit presque un G3. Oui, non, parce qu'il y a vous avez là Macron, vous avez Madame Merkel, vous avez Abe, vous avez Trump. Vous êtes gentil avec le président de la République. Voilà, bon. Oui, d'accord. C'est, disons, un quart de Macron. Et puis, il y a quelque chose qui me frappe. Et ça, parce que, si vous voulez, j'ai beaucoup étudié la Seconde Guerre mondiale. Cette photo, et je pense que c'est parfaitement involontaire de la part du photographe, reprend, en fait, les codes d'une photo de guerre. C'est Hitler à Berchtesgaden, parlant à ses généraux. Mais Napoléon avait la même attitude. Non, si vous voulez. Et là, je vais chercher... Clair, là, dans la photo, là, pour que ce soit bien clair. C'est Madame Merkel, malheureusement. Malheureusement, c'est Madame Merkel. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose... Si vous voulez, je pense que pour un Allemand, prendre cette photo, c'est faire preuve d'un manque de mémoire. Pour vous, il y a un retour du refoulé dans cette photo. En fait, c'est ça. Tout à fait. Je n'ai jamais dit que Mme Merkel était l'équivalent d'Hitler, entendons-nous bien. Mais je dis simplement que cette photo, elle a une histoire. Elle a marqué plusieurs générations d'historiens, si vous voulez. Et non. Et si vous voulez, il y a plein de collègues qui ont immédiatement réagi sur Twitter en disant mais c'est pas possible qu'il ait pris cette photo. Et ça voudrait dire quoi alors? Parce que par rapport à votre analogie, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer dans la mémoire allemande. Non. Et c'est ça qui, moi, me pose un véritable problème. Bon, donc ça, il faut aussi en tenir compte. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, les autres photos, les photos qui ont été prises par le photographe de la délégation française, le photographe de la délégation américaine, le photographe de la délégation italienne, sont moins symboliques, mais peut-être plus intéressantes parce qu'est-ce qu'elles montrent? Elles montrent le chaos.
elle montre l'espèce de foire d'empoigne de tout le monde autour de Donald Trump. C'est votre lecture, c'est pas ma lecture du tout. Et ça me semble là beaucoup plus intéressant. Alors on va écouter votre lecture, Philippe Moreau-Defarge, parce qu'il faut quand même expliquer que d'autres, cette photo est vraiment celle du photographe de la délégation allemande. Chaque photo prise par chaque délégation montre en fait son leader, son dirigeant dans une position de force dans la discussion qui est en train de se jouer, puisque chacun essaye de trouver les termes qui feront consensus pour un communiqué final de ce G7 qui sera signé par tous. Vous allez sûrement attrister les communicants allemands qui ont tenté de montrer une chancelière plutôt à l'offensive sur cette discussion, tentant de convaincre le président américain réticent. Quelle est votre lecture, Philippe Moreau-Defarge, et surtout, qu'est-ce que cette photo, si on va voir un peu dans le hors-champ, qu'est-ce que cette photo nous dit des relations internationales aujourd'hui? Moi, ce qui me frappe dans cette photo, c'est le fait qu'on montre Donald Trump seul, assis, il est assis alors que les autres sont debout, il croise des bras. Donc toute la photo est organisée autour de lui. Et autour de lui, c'est lui l'homme qu'on veut convaincre. On le voit, il est au centre de la photo. Et puis autour, il y a toute une série de chefs d'État et de gouvernement qui sont un peu perdus. Voilà pour moi le sens de la photo. Et si on veut donner un sens politique au fait que ces photos émanent des Allemands, même du gouvernement allemand, elles veulent montrer grosso modo l'isolement de Trump face à ses partenaires. C'est ça l'idée fondamentale. Et bien sûr, devant, ils mettent en avant Madame Merkel parce que pour deux raisons, parce que c'est leur chancelière. Et une deuxième raison, c'est qu'elle est très directement mise en cause par Trump. C'est vraiment la cible numéro 1 de Trump. Et alors là, Philippe Moreau-Defarge, est-ce que c'est une manipulation par l'image ou est-ce que c'est conforme à la réalité, cet isolement de Donald Trump par rapport à ses partenaires? Je crois que c'est pas une manipulation, je crois qu'il y a une vraie réalité. On voit, si vous voulez, dans cette photo, il y a quand même une grande inquiétude. Les États-Unis étaient le grand gardien, le protecteur, le policier d'un ordre mondial qu'ils ont mis en place depuis, grosso modo, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Trump casse cet ordre, il le casse délibérément. Donc c'est quand même fascinant de voir quelqu'un qui est l'héritier de ceux qui ont promu un ordre, qui le casse. Il y a une phrase dans The Economist, que j'ai le tort de bien aimer, qui dit aujourd'hui à propos de Trump, present as a destruction, présent à la destruction, qui fait écho au travail de Dina Chesson, qui a écrit ses mémoires, qui a dit present as the creation, présent à la création, présent à la destruction. Donc on voit bien que c'est, et je dirais si je dois résumer cette photo d'un mot, inquiétude ou anxiété. C'est pour moi le mot qui résume ces photos. Jacques Sapir. Alors, là encore, je ne suis pas fondamentalement en désaccord avec ce qu'a dit Philippe Moreau-Defarge, même si je pense que il oublie un peu trop les questions de mémoire collective. Il y a quelque chose d'important. Il y a ceux qui ne sont pas sur la photo. Parce qu'il faut savoir que le même jour où a été prise cette photo, il y avait la réunion de l'OCS, de l'Organisation de coopération de Shanghai, en Chine. Il y avait qui? Il y avait le président chinois, le président indien, le président russe, le président pakistanais. Bref, il y avait, en tant que membre de l'OCS, 43% de la population du monde qui était réunie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le G7, en fait, est mort. Il est mort parce qu'il n'est plus capable, dans son format actuel, de représenter la réalité de l'économie mondiale. Si vous voulez, une économie mondiale dont la Chine, l'Inde et la Russie ne sont pas membres, c'est pas une économie mondiale. C'est l'économie, fondamentalement, du bloc américain. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ce bloc américain se fissure, et il se fissure à l'initiative du président américain. Là aussi, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas seulement le conflit avec l'Allemagne, parce qu'il y a un autre conflit, d'ailleurs, le conflit qui a déclenché l'incident final, si vous voulez, et le retrait de la signature américaine, c'est l'incident avec Justin Trudeau. Parce qu'il faut savoir que les États-Unis ont aussi un gros contentieux commercial avec le Canada, et qu'ils veulent en réalité défaire l'association de libre-échange de l'Amérique du Nord, et qui sont en train, en réalité, de la défaire. Donc, il n'y avait pas que Madame Merkel qui était mise en cause, il y avait d'autres, et en particulier Justin Trudeau. Et de ce point de vue-là, effectivement, je pense que l'on a assisté à l'un des derniers G7 de l'histoire. Je pense que rapidement, on va comprendre que ce format n'est plus performant, il n'est plus adapté à la situation actuelle. Non, mais, donc ce G7, vous êtes d'accord avec ça, Philippe Moreau-Defarge, quelque part a acté une guerre commerciale, oui. Avec des accents de retour de guerre froide et la constitution de deux blocs. Voilà. Si vous voulez, j'utilisais un autre mot. Jacques Sapir a utilisé son vocabulaire qui est bloc américain. Moi, je dirais c'est la fin, et c'est très triste pour moi, de la solidarité occidentale. La solidarité occidentale, c'est la solidarité transatlantique
est morte. On est d'accord sur la fin du G7. Alors, ce que vous avez dit, c'est vrai que le problème, c'est toujours l'invisible, ce qu'on ne voit pas. Et on pourrait avoir un long débat, effectivement, sur le nouveau monde. C'est-à-dire qu'effectivement, le G7, c'est le vieux monde, et le vieux monde s'autodétruit. Mais ça, vous savez, dans l'histoire, on voit ça constamment. Constamment, le vieux monde qui s'autodétruit, et puis, de l'autre côté, un autre monde qui se divise tout autant et s'entre-déchire tout autant, mais qui émerge. Et c'est vrai, on aurait pu mettre en opposition l'OCS et le G7. Mais on est d'accord sur la fin du G7. Mais même, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Quelle est la stratégie de Donald Trump, finalement, de déstructurer ce bloc occidental qui était quand même son bloc, dans lequel il pouvait avoir une influence aussi mondiale, pour continuer à avoir une influence dans le monde? J'imagine qu'il ne renonce pas à la puissance américaine, Jacques Sapir. Est-ce que vous comprenez sa stratégie? Alors oui, sa stratégie, elle est compréhensible. Il s'agit en réalité de récupérer des marges de manœuvre en abandonnant toute une série de liens qui l'unissaient avec ses anciens alliés. Alors, il faut être honnête, George W. Bush avait déjà commencé. Il faut se rappeler l'intervention en Irak, si vous voulez. L'intervention en Irak, qui est un scandaleux déni du droit international, il faut aussi le rappeler, a bien marqué, là, une scission au sein du bloc occidental. La France et l'Allemagne ont refusé de s'associer aux Américains pour intervenir. Bon, donc, mais Obama, on peut continuer avec Obama. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça ne vient pas de Donald Trump. Mais Donald Trump, c'est vrai, est aujourd'hui l'homme qui incarne cette politique. Le fait que les États-Unis veulent récupérer leur liberté de manœuvre, quitte à s'aliéner une certaine de leurs anciens alliés. Pourquoi? Deux raisons. Première raison, ils pensent que l'Europe est finie. Ils pensent que l'Europe n'est plus un pôle d'avenir. Alors, ça peut nous choquer parce que nous sommes européens, mais si on regarde que ce soit les données démographiques, les données économiques, c'est vrai que l'on assiste depuis maintenant une trentaine d'années à un recul de l'Europe. Et cette volonté, si vous voulez, de récupérer ces marges de manœuvre, il l'a construit dans l'idée que d'ici 2 à 3 ans, il sera amené à faire un espèce de partenariat avec la Chine et avec ses alliés. Et c'est ça, en fait, qui est extrêmement important. C'est là où nous voyons quelque chose qui avait déjà commencé effectivement sous Obama. Le fait que les États-Unis se désengageaient du bassin atlantique et regardaient beaucoup plus le bassin pacifique. Mais là, c'est très net. Et d'ailleurs, où est-ce qu'est allé Trump immédiatement après le G7 ? Il est allé à Singapour, à la réunion avec le dirigeant nord-coréen. Donc on voit bien là le sens profond. La question c'est, est-ce que Trump a une stratégie ? Moi je ne suis pas sûr qu'il y ait une stratégie. J'ai envie de dire, dans les relations internationales, il y a des hommes qui construisent, et ces hommes-là ont des stratégies, et puis il y a des hommes qui détruisent. Et je pense du cerveau à Hitler ou même à Trump. Leur priorité, c'est de détruire. Bon. Et ils disent, bon, alors, comme le dit tout à fait Jacques Sapir, c'est pour récupérer des marges de manœuvre. Mais je veux dire, la stratégie devrait émerger d'elle-même. Car quand Jacques Sapir parle d'un partenariat Chine-États-Unis, moi je pense qu'on va vers une guerre Chine-États-Unis. On ne va pas vers un partenaire Chine-États-Unis. Quand vous regardez la politique chinoise, elle est claire. Elle veut la politique chinoise veut exclure les États-Unis de l'espace Pacifique, ou le faire reculer dans l'espace Pacifique. Pour les États-Unis, c'est une défaite majeure du point de vue de l'ordre qu'ils ont créé. Donc, à un moment donné, il y a un affrontement. Moi, si vous voulez, ce que je pense, c'est qu'hélas, nous revenons dans la vieille géopolitique. C'est-à-dire la géopolitique de la guerre. Il y avait une nouvelle géopolitique autour des échanges économiques. On revient dans cette vieille géopolitique. Et de ce point de vue-là, le partenariat États-Unis-Chine, il aura beaucoup de difficultés. Parce que c'est très bien, ces partenariats, on veut imaginer l'égalité. L'égalité, c'est très difficile à obtenir. La Chine ne veut pas l'égalité. La Chine veut être numéro 1. Philippe Moreau-Desfarges, peut-être que Donald Trump n'a pas de stratégie. Oui. En tout cas, il a à ses yeux une intuition. Ah oui, et si on l'écoute bien, absolument. Le peuple américain est quand même en train de payer le prix de la mondialisation. C'est Paul Krugman qui avait écrit « La mondialisation n'est pas coupable » en 96, avant de reconnaître une erreur de jugement. Est-ce que aujourd'hui, les États-Unis sont bien en train de payer les effets pervers du libre-échange, de cette politique qu'ils ont menée et acceptée, voire encouragée pendant toutes ces années? D'abord, Trump est un homme très intelligent. Je voulais, quand je dis qu'il n'a pas de stratégie, c'est pas du tout une critique. Je dis il a une démarche particulière. Mais pour répondre à votre question, je crois que Trump est dans toute la position de celui qui a été numéro 1 et qui voit qu'un nouveau numéro 1 émerge.
Pour moi, c'est ça la clé. Pendant un siècle et demi, les États-Unis ont été numéro 1 et de très loin. Maintenant, ils voient un numéro 1 et ça, c'est nul. Car à ce moment-là, si vous voulez, les États-Unis étaient au-dessus du monde. Maintenant, et c'est là où, quand je dis que Trump n'a pas de stratégie, je vais m'expliquer. Trump n'a pas de stratégie parce qu'une stratégie, c'est dire voilà quels sont mes ennemis, voilà quels sont mes amis. Il y a un moment donné dans une stratégie où vous devez choisir vos ennemis, les définir. C'était le problème, notamment à la veille de la Seconde Guerre mondiale. On voit bien, à un moment donné, il faut dire voilà mon ennemi, voilà mon ami. Bon, si vous ne faites pas ça, et pour le moment, au fond, Trump si vous voulez, l'ennemi c'est le monde entier. Ça peut pas être le monde entier. Ça peut pas être le monde entier. Donc à un moment donné, il faudra bâtir une stratégie. Ça sera peut-être son successeur. On verra. Jacques Sapir. Alors, tout d'abord, je pense que non, Trump a une stratégie. Même s'il a des moyens qui ne sont pas conventionnels et qui doivent, je comprends parfaitement, hérisser l'ancien diplomate que vous êtes pour la mettre en œuvre. Il a une stratégie. Il sait que les États-Unis, tout comme la Chine d'ailleurs, seraient perdants dans un conflit. Et donc, ce qu'il veut, c'est construire la force des États-Unis pour pouvoir négocier avec la Chine. D'ailleurs, il faut se souvenir que la Chine, elle, a fait des concessions à Trump sur le domaine commercial. C'est-à-dire que la Chine est très loin d'avoir fermé la porte. Et on voit très bien que dans cette rencontre historique qui va avoir lieu, ou qui a peut-être même lieu maintenant, cette nuit, oui, entre Trump et le dirigeant nord-coréen, la Chine apparaît en réalité, peut-être pas comme le maître d'œuvre, mais en tous les cas comme le grand facilitateur. Parce qu'on sait très bien que, d'une certaine manière, les Nord-Coréens sont aussi très dépendants de la Chine. Donc, je vois là le fait que Donald Trump considère qu'il n'a plus besoin de ses anciens alliés et qu'il doit chercher à établir une nouvelle relation avec la Chine. Alors, un dernier point. Sur l'impact de la mondialisation sur les États-Unis. Il est très connu. On sait que depuis, si vous voulez, l'entrée dans cette mondialisation et surtout l'accélération de cette mondialisation dans les années 90 et depuis le début des années 2000, le salaire moyen a stagné aux États-Unis, le salaire médian a régressé en dollars constants, pas en dollars courants. Mais si vous voulez, il faut évidemment tenir compte de la petite inflation. Deuxième point, et c'est encore plus important, les États-Unis sont l'un des seuls pays qui, depuis quelques années, voit sa durée de vie diminuer. Et quand on regarde les statistiques démographiques, je ne voudrais pas, là, trop empiéter sur ce que fait mon collègue Emmanuel Todd, mais moi aussi, je regarde de temps en temps des statistiques démographiques, on voit que cette baisse, que cette augmentation de la mortalité, donc cette baisse de l'espérance de vie, touche essentiellement la population de la classe moyenne et des couches inférieures de la population blanche. Donc c'est elle qui a subi l'ensemble, d'une certaine manière, du choc de la mondialisation. Vous parlez beaucoup, et on peut faire une analyse de fond des États-Unis. On est d'accord, je vois bien que la société américaine ne va pas très bien. Je pourrais vous faire 2 heures là-dessus, mais c'est pas le but. Ce que je sais, c'est que, je vois très bien ce que veut dire Jacques Sapir. Ce que je sais, c'est que dans l'histoire, il y a des dérapages. Alors Jacques Sapir a parlé d'histoire, moi je vais le renvoyer à Thucydide. Thucydide montre très bien que la guerre du Péloponnèse, elle est provoquée par, je dirais, d'un côté, la peur de Sparte, d'être dominé par Athènes et par l'orgueil athénien. Eh bien, il va probablement se passer la même chose. C'est quelle que soit la rationalité des stratégies, il y aura des dérapages. Et notamment, à un moment donné, les États-Unis seront obligés de... Regardez ce qui se passe sur Taïwan. Les États-Unis renforcent leur présence à Taïwan. Donc, ça va être une friction avec la Chine. De même, la Chine contrôle de plus en plus la mer de Chine. Donc, on va les frottements. Vous voyez, ce que je crois, et c'est là, je trouve que la discrétion de Jacques Sapir, j'essaie de voir ce qui me sépare de Jacques Sapir. Jacques Sapir croit en la rationalité, en la volonté. Moi, je sais que les hommes n'agissent pas, ils sont agis par des mécanismes qui les dépassent. Alors, dites-nous, Jacques Sapir, pourquoi vous ne croyez pas, vous, que tout cela, la fin du multilatéralisme, la fin de ce qu'on pourrait appeler la raison dans la gouvernance mondiale, etc., pourquoi le retour des nations et des puissances ne va pas nous entraîner vers un conflit à un moment donné ou à un autre, à un endroit du monde ou à un autre? Alors, tout d'abord parce que un conflit aujourd'hui est impossible entre les grandes puissances, les puissances nucléaires. Tout est toujours impossible. Non, mais attendez. C'est ce qu'a dit le président Poutine et il faut l'écouter là-dessus. Il a rappelé ce qu'avait dit Einstein d'ailleurs là-dessus. Il ne peut pas y avoir de guerre ouverte. Bien sûr qu'il peut y avoir des guerres subversives, mais il ne peut pas y avoir de guerre ouverte entre des puissances nucléaires. Point numéro 1. Point numéro 2, et c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important, en fait,
cette mondialisation n'a pas été mue par la raison. Elle a été mue par des intérêts. Il ne faut pas confondre, si vous voulez. Non, elle a été mue par des forces beaucoup plus profondes. Non. On le voit. voit très bien, par exemple, lors de la première vague, enfin, l'une des premières vagues, dans les années 1860, avec la guerre de l'opium. Comment est-ce que l'Angleterre a-t-elle ouvert le commerce de la Chine? Par la guerre. Et pourquoi l'a-t-elle fait? Pour vendre de la drogue, pour vendre de l'opium, pour rétablir sa balance en argent. Donc, on voit bien que ce sont des intérêts essentiellement qui ont joué. De la même manière, la mondialisation financière est née de la décision des États-Unis de quitter les accords de Bretton Woods et de rétablir, d'abandonner l'État en or et de rétablir, d'une certaine manière, le libre flottement des monnaies. Donc on voit que chaque fois, ce sont des intérêts, et très souvent d'ailleurs, c'est vrai, mais c'est quoi les acteurs de ces intérêts, que ce soit les intérêts américains, les intérêts britanniques, n'ont pas conscience des conséquences à long terme de leurs actions. Mais ces intérêts, il n'y avait aucune raison dans la mondialisation. Ils continuent ces intérêts. Pourquoi vous dites qu'il y aurait non, plus mais d'intérêt ils vont continuer. Pourquoi est-ce qu'ils seraient plus pacifiques? Mais je dis la mondialisation n'a jamais été la paix. Si vous voulez, chaque fois, la canonnière et le navire de guerre a précédé le navire marchand. Ça, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est que bien sûr qu'on va rester dans une logique des intérêts, mais au moins des intérêts qui s'assument et qui se reconnaissent, ce sont des intérêts sur lesquels on peut négocier et on peut trouver peut-être un compromis. Et ça, c'est un progrès certain. Alors, qui a intérêt à quoi? Une phrase, je ne veux pas être long, relancer sur mon livre. Mon livre montre que la mondialisation, elle commence avec l'homme. En fait, l'homme a constamment besoin d'avancer. Donc, ce qu'on appelle les intérêts, c'est effectivement, il y a des intérêts, mais ils sont l'expression de forces beaucoup plus profondes. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'Europe, par exemple, on poursuit ce que disait Jacques Sapir, dans la seconde moitié du XIXe, l'Europe s'approprie le monde, mais elle est portée par des forces qui sont les révolutions industrielles et les révolutions démocratiques, et c'est là-dessus sur quoi il faut réfléchir. Et je dirais que la mondialisation, elle est portée par des forces beaucoup plus profondes. C'est pour ça que de croire à une démondialisation schématiquement pacifique, c'est une illusion. De croire qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire entre des puissances nucléaires, une guerre, c'est faux. Tout est toujours possible. En histoire, tout est possible. Le communisme ne devait pas s'écrouler. La Première Guerre mondiale ne peut pas s'écrouler. Elles ont eu lieu. Soyons prudents. Soyons prudents. L'unilatéralisme et l'isolationnisme américain serait-il un marqueur de taille de la démondialisation annoncée? On en parle avec nos deux invités, Philippe Moreau-Desfarges, auteur de La tentation du repli chez Odile Jacob, et Jacques Sapir, auteur en 2011 déjà de La démondialisation. On y vient, 13h19 sur France Culture. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Mondialisation, démondialisation. Vous nous racontez ces cycles, Philippe Moreau-Desfarges, dans votre ouvrage qui vient de paraître chez Odile Jacob, entre le XVe siècle et aujourd'hui. Et le premier enseignement, la première leçon de cet ouvrage, c'est qu'il n'y a pas une mondialisation, il y a eu déjà des mondialisations. Absolument. Mon idée est qu'il y a des vagues de mondialisation, mais que chaque vague va encore plus loin que la précédente. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on voit bien... Et que la mondialisation, on ne sait pas très bien la définir. Prenons la mondialisation du XVIe siècle. Il y a une mondialisation. La donnée fondamentale, c'est la mondialisation des microbes, la mondialisation des plantes. Le cheval retourne en Amérique, le maïs vient en Europe, la pomme de terre vient en Europe ou dans le monde. Et on voit bien que les mondialisations dépassent. Donc il y a des vagues de mondialisation. Et puis il y a des mouvements de repli. Nous sommes dans un mouvement de repli. Mais à chaque fois, c'est plus loin. Alors pourquoi? Il y a deux facteurs très simples. Le nombre d'hommes. Attendez. Moi, je suis né en 1943. Il y avait à peu près 2 milliards et demi d'hommes. Nous sommes 7-8 milliards d'hommes. Premier facteur, les interdépendances techniques. Tout ça fait que la planète est devenue toute petite et que notre planète, alors c'est là où je rejoindrai Jacques Sapir sur les risques de guerre, notre planète, elle est toute petite du fait des hommes. Donc il faut les faire vivre ensemble. Comment les faire vivre ensemble sans qu'ils se fassent la guerre? Jacques Sapir, si on définit avec Philippe Moreau-Desfarges la mondialisation comme la multiplication des interdépendances, après le tiers-mondisme, après l'altermondialisme, après l'antimondialisation, on serait en train d'ouvrir un nouveau cycle de démondialisation. Ce concept, il a été popularisé, et vous n'y êtes pas pour rien, par Arnaud Montebourg, réfléchi, pensé ici en France par vous et Emmanuel Todd notamment, attribué au sociologue philippin Walden Bello, l'inventeur de la déglobalisation. C'était déjà en 2002. Quels sont donc les
les caractéristiques, les symptômes de cette démondialisation. Et puisque c'est le titre qui nous questionne de l'ouvrage de Philippe Moreau-Desfarges, est-ce que la démondialisation vaut toujours repli? Non. Et si vous voulez, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, vous avez très bien fait de signaler que cette idée de démondialisation, elle n'est pas née dans un pays riche. Elle est née dans un pays pauvre, les Philippines. Donc, c'est quelque chose, c'est pas, si vous voulez, une lubie de jeunes riches ou de moins jeunes riches vivant en sécurité. Cette démondialisation n'est pas la fin des échanges. Et on le sait très bien. D'ailleurs, donnez-nous une définition. La démondialisation, si vous voulez une définition simple, c'est le retour de la souveraineté des États comme principe fondateur de l'organisation de coopération internationale. C'est ça, la démondialisation. C'est, on décide que des États souverains, autant que faire se peut démocratiques, mais pas nécessairement démocratiques non plus, parce qu'il faut savoir que souveraineté et démocratie peuvent se marier, mais peuvent aussi ne pas se marier. Des États souverains décident, à certains moments, de commercer ensemble, de coopérer parfois parce que ils ont des problèmes en commun, mais ils ne mettent pas, d'une certaine manière, une raison au-dessus de leur souveraineté d'État. Et c'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il me semble que G7, on a vu Justin Trudeau défendre les intérêts du Canada, Angela Merkel défendre les intérêts de l'Allemagne, Emmanuel Macron défendre ceux de la France. Mais c'est un grand changement par rapport au discours que l'on entendait dans les années 90 et au début des années 2000. Où, si vous voulez, on parlait de gouvernement mondial, de gouvernance mondiale, etc. Bon, ça, c'est mort, et c'est une excellente chose que ce soit mort. Est-ce que ça veut dire aussi déchirer, sortir de tous les traités, accords internationaux aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire, comme l'a fait Donald Trump à la sortie du G7, oui, de dénoncer clairement, un communiqué final et une déclaration commune? Et d'autres sont néfastes. Alors d'abord, vous avez des traités obsolètes, comme l'OTAN, si vous voulez. Le traité de l'Atlantique Nord est aujourd'hui obsolète. Bien. Et puis vous avez des traités néfastes. Le CETA. Hein, si vous voulez, toutes les études montrent que le CETA provoquera une aggravation des conditions. Non, attendez. Je parle des études scientifiques qui sont faites dans toute une série de think tanks, que ce soit en France, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis eux-mêmes. Excusez-moi, l'université de Purdue est l'un des principaux centres de recherche sur l'économie du développement, et le bilan qu'elle tire du CETA est très nettement négatif. D'ailleurs, elle avait tiré aussi... On peut rester dans le... si vous voulez. Ce qui veut dire que, oui, il y a des traités qui sont obsolètes, et quand un traité est obsolète, chercher à tout prix à le maintenir est une très mauvaise politique, parce que la réalité, d'une certaine manière, a déjà changé. Et puis, il y a des traités qui sont néfastes, qui ne sont pas nécessairement obsolètes, mais qui sont néfastes. Et ces traités-là, bien sûr, il faut en sortir. Et les traités européens, quand même, les traités européens? Alors oui, certains des traités européens sont à la fois obsolètes et néfastes. Attendez, je voudrais Donc, Philippe Moreau-Desfarges. Je veux dire pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Sur la Jacques définition oui, de la démondialisation. la définition, elle est très claire. Sa définition, elle est très claire. Elle me plaît beaucoup. Elle est précise, elle est claire. Je suis d'accord avec sa définition. Ce que je dis, c'est que ça ne peut pas marcher. Alors pourquoi ça ne peut pas? Il y a deux raisons fondamentales. Parce que ce qu'il dit, le monde est fait de territoires, les territoires étatiques, et ces territoires peuvent coexister les uns avec les autres. Moi, ce que je pense, c'est que ces territoires sont profondément transformés par les flux. C'est-à-dire que les flux disloquent les territoires, transforment les territoires. Donc, vous voyez, c'est l'articulation entre les flux et les territoires. Bon, premièrement. Deuxièmement, je ne peux pas suivre Jacques Capot, parce que quand il dit qu'on va rétablir la souveraineté d'État, imaginons qu'on revienne à la souveraineté d'État, comme il on va pas retrouver l'Espagne, on va pas retrouver la France, on va retrouver l'Espagne et la Catalogne, on va pas retrouver le Royaume-Uni, on va retrouver le Royaume-Uni, on va retrouver l'Angleterre. Ce que je veux dire, c'est que si la mondialisation n'avance pas, la démondialisation va disloquer dans un autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Le poids des flux et la dislocation des territoires. Cette idée, si vous voulez, pour moi, je caricature un peu votre pensée, mais cette idée qu'on puisse revenir à quelque chose, qu'on puisse revenir à cette souveraineté d'État, je n'y crois pas du tout. Les territoires, puisque c'est vrai, on est d'accord, la souveraineté des ont été profondément transformés d'une part par les flux,
et par la multiplication des bureaucraties intérieures. Les États sont pris dans des tissus. Alors on peut les déchirer, mais ça sera le chaos. Alors comment est-ce que les flux ne vont pas empêcher le retour des souverainetés, Jacques Sapir? Ça c'est la première question. Comment est-ce que les souverainetés ne vont pas être ensevelies? Et est-ce qu'on peut imaginer des souverainetés régionales qui résistent qui redeviennent des entités? Alors, tout d'abord, il est clair que les flux doivent être contrôlés. C'est-à-dire qu'on mettra des formes de contrôle. Parce qu'on dit qu'on ne peut pas faire, pas contrôler. C'est ça la question. C'est un mouvement naturel. On ne veut pas. En réalité, on peut toujours le faire. Qu'il s'agisse, par exemple, de contrôle sur les biens ou de contrôle sur les capitaux. Et oui, on va remettre progressivement, ça mettra peut-être 10 ans, ça mettra peut-être 15 ans, mais on va remettre progressivement en place des contrôles. Par exemple, quand on importe aujourd'hui des panneaux solaires de Chine, et qu'on sait que ces panneaux solaires, en fait, détruisent plus l'environnement qu'ils n'aident à le préserver, il y a à l'évidence un problème. Alors qu'on a des technologies qui sont plus intéressantes en Allemagne, en Allemagne et en France. Non, c'est aussi l'opinion de toute une série de gens qui travaillent sur cette question. Je suis désolé. Là-dessus, il est clair qu'il faut mettre des droits de douane. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur les territoires. Bien sûr, si vous voulez, les territoires ont été remodelés par les flux. Mais ils existent toujours. Et c'est le point sur lequel je voudrais venir. Ce qui est important, c'est l'existence des peuples. Car les peuples, comme unité politique, comme cadre politique... Mais les peuples se font et se défont en permanence. Non, ils ne se défont pas. Ah bon, ils acquièrent de nouvelles personnes, mais ils ne se défont pas. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, ce qui domine, c'est justement le sentiment de l'identité profonde de ces peuples. Vous allez en Russie, vous êtes frappé par cela. Vous êtes pour un État catalan? Non, Philippe Moreau-Desfarges, il est très... Très bien. Il nous reste une minute. Juste une question de fin. Philippe Moreau-Desfarges, vous rappelez que l'histoire est plutôt faite de cycles et d'allers-retours. Vous montrez dans ce livre les interactions entre la mondialisation et la démondialisation, entre le processus multiséculaire d'appropriation de la terre par les hommes, et je vous cite, et les réactions de ces mêmes hommes à cette dynamique toujours en cours. Pour conclure, vrai ou faux que nous sommes entrés dans un mouvement de démondialisation? Oui. Mais si vous voulez, mais néanmoins, il faudra qu'on reparte en arrière. Mais on est en train d'une démondialisation. Oui. Et la réunion du G7 le confirme. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jacques Sapir. Merci à vous Philippe Moreau-Desfarges. La tentation du repli, c'est une histoire de la mondialisation et donc de la démondialisation qui vient de paraître chez Odile Jacob. Je peux toujours retrouver votre ouvrage puisque vous êtes à l'origine de la francisation de ce terme de déglobalisation en démondialisation. Jacques Sapir, paru votre livre en 2011. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table.